You spin me right round, call me when your time runs out. Bonjour Aurélien Taché. Bonjour, Vous allez bien? ça va bien. Bienvenue dans la table à repasser. Merci de venir. C'est l'émission qui défroisse les idées reçues et qui va défroisser après votre linge, celui que vous m'avez amené et sur lequel je vais me mettre pour qu'il soit absolument impeccable. Vous aurez une super liquette. Alors, député du Val d'Oise, il y a une chose qu'on pressent chez vous, c'est que vous êtes plutôt sur la gauche. Oui, je vous confirme. Ça, on ne peut pas vous le retirer. Et que vous avez une appétence pour tout ce qui est discrimination. Et donc, l'inégalité femmes-hommes, ça vous parle. Bien sûr. Quel regard vous portez sur ce qu'il y a dans notre société en termes d'inégalité entre les femmes et les hommes? Je ne parle Alors, pas du regard du politicien, mais du regard de l'homme. D'accord. Écoutez, moi, je me rends compte chaque jour un peu plus à quel point, parce que je suis un homme, hein, à quel point, même quand on est animé des meilleures intentions, il y a un vrai effort à faire pour se rendre compte comme ces inégalités finalement persistent et à quel point elles sont encore très, très fortes. Il y en a une que vous avez en tête et qui vous frappe à chaque fois? Il y en aurait beaucoup, mais c'est vrai que dans le quotidien, dans l'attention aux autres, à la famille, je vois, moi je suis marié, je vois mon épouse qui très spontanément pense à des choses, fait des choses que le garçon que je suis, peut-être parce qu'il a été élevé dans quelque chose où l'attention à l'autre était moins évidente, où il avait plus l'habitude qu'on fasse l'attention à lui. Alors moi c'est particulièrement vrai parce que ma maman j'étais bien le fils chéri, voilà, j'ai deux petites sœurs, moi j'étais le grand garçon et je me rends compte à quel point finalement les femmes ont cette habitude très forte, parce que je pense que c'est pas plus naturel, c'est à nous d'évoluer, de toujours avoir la petite ascension, d'être soucieux, as-tu pensé à souhaiter l'anniversaire d'un tel, as-tu appelé ta sœur pour sa réussite à tel examen, et je me rends compte que effectivement, soit c'est moi qui suis affreusement égoïste, soit il y a quelque chose dans l'éducation des garçons qui est pas fait pareil que dans celle des filles, voilà. Alors, on va essayer de démêler justement votre parcours, puis nous vous entendre sur la vision que vous avez du monde qui sera le monde de demain, celui que vous aimeriez peut-être plus égalitaire justement entre les hommes et les femmes. Et pour ça, je vais rejoindre moi mon poste de travail pour que vous ayez une super liquette et que vous n'ayez pas de plis. Okay? D'accord. I know what you're all about. Alors Aurélien, on va regarder déjà ce que vous m'avez amené. Oui. Alors ce que vous m'avez pas amené beaucoup de choses. Hein. Non, Vous savez que je suis un expert du repassage. c'est vrai, j'aurais pu amener avec Franchement, un panier plus gros. Attendez, une, deux. Bon, j'en ai rajouté un peu quand même, mais bon, déjà que des chemises. Vous portez que des chemises, pas de t-shirt jamais? Non, et vous savez quoi, surtout je ne repasse que mes chemises. Les t-shirts j'en porte, mais je les porte froissés. Alors justement, vous disiez, faudrait éduquer les garçons différemment. Oui, Vous avez cité vos deux sœurs, votre maman. ouais. Comment, si vous deviez décrire l'éducation que vous aviez eue, c'était quoi cette éducation selon vous? Alors j'ai eu une éducation, bon d'abord pleine d'amour, première chose. Ça, j'ai eu la chance moi de vivre dans une famille où il y avait beaucoup d'amour et je le souhaite à tous ceux pour qui c'est possible parce que ça donne beaucoup de force dans la vie et on n'est pas tous égaux là-dessus non plus. L'éducation que j'ai reçue, très tournée vers l'école bien sûr. Il faut y aller, il faut réussir, ce que pas forcément... comment dire, je viens d'un milieu modeste et populaire et donc dans les milieux populaires en général on sait l'importance de l'école, mais ce qui n'était pas forcément le parcours de mes parents par exemple, qui eux n'avaient pas forcément pu avoir de grandes études. Votre maman travaillait à l'hôpital, c'est ça? Tout à fait, Mhm. était agent hospitalier, SH, et mon papa lui était à la direction départementale de l'équipement, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, mais les panneaux sur les routes, l'entretien des routes. Et donc une éducation très tournée vers l'école, très tournée vers le respect, la bienveillance et une maman qui j'étais son premier enfant, son seul garçon, était très protectrice et qui passait un peu tout à son fiston. Et c'est pour ça que vous dites, finalement, chez moi à la maison, je me rends compte que, oui, effectivement, je ne fais peut-être pas tout ce qu'il faut. Et dans l'intention, j'y suis pas. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait que pour vous changiez? Qu'est-ce qu'il faudrait que pour que vous échappiez à ce déterminisme qu'on entend? C'est-à-dire, vous dites, ma mère m'a choyé, et en fait, je reproduis un peu la façon dont j'ai été élevé. Tout à fait. Eh bien, alors donc j'essaye de déconstruire, comme on dit aujourd'hui, un certain nombre de choses qui sont ancrées peut-être dans nos sociétés et que moi-même j'ai pu, à travers, attention, parce que
j'ai plus ma maman, mais même là où elle est, je suis sûr qu'elle m'écoute. Je voudrais pas dire que tout l'amour qu'elle m'a donné est quelque chose que je regrette, parce que ça a été un moteur formidable. Mais par contre, peut-être que effectivement, j'essaie de me rendre compte en devenant homme et adulte, mari, peut-être un jour père, que il ne doit pas y avoir de différence faite de ce point de vue-là entre les garçons et les filles, et que ce que, par exemple, ma mère attendait assez spontanément de mes sœurs, qui devaient penser à telle ou telle chose, qui devaient... moi, elle le faisait pour moi, voilà, tout à fait naturellement. Elle vous l'offrait en fait, Elle me l'offrait. alors qu'elle demandait à vos sœurs. Justement, quand vous en parlez avec vos sœurs, qu'est-ce qu'elles vous disent de ça? Eh bien, elles ont souri parce que, bon, je m'entends très bien avec mes sœurs, mais d'abord, elles me disent, admets aussi que t'en as bien profité, ce qui n'est pas Bon, totalement je faux. lance un appel à vos sœurs, donc si jamais elles veulent venir témoigner, je les accueillerai avec grand plaisir. Bon, donc quand on en parle, c'est aussi ça. Puis après, elles me disent, mais c'est bien que tu te rendes compte déjà, et maintenant essaie de faire les efforts, et surtout si tu as une fille un jour, voilà, tu t'en rappelleras. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, vous vous dites, si j'ai des enfants, il y a des choses que j'ai envie de reproduire et d'autres pas du tout. Comment vous en parlez avec votre épouse ou votre compagne? Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors, ma compagne est pour le coup d'une autre génération que ma maman, donc évidemment, et elle est très engagée aussi sur ces questions, donc à titre personnel, donc elle sera vraiment soucieuse, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup et elle essaie de me faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, et notamment par exemple s'agissant de mes sœurs, elle me dit n'attends pas que ce soit toujours elles qui me prennent des nouvelles, comment elles vont là, est-ce que tu as pensé à leur demander ça, est-ce que tu as pensé à amener un cadeau à ton neveu, mais c'est vrai que je me rends compte à chaque fois que du coup c'est ma compagne qui m'y fait penser et que moi il faudra que je sois, c'est ce qu'elle me dit, quand on a des enfants, si on en a un jour, il faudra que tu sois vraiment plus vigilant là-dessus et plus attentif à ça, parce que tu te rends pas compte pour nous la charge mentale, cette fameuse expression, la charge mentale que ça représente. Et c'est vrai que je l'admets, je suis sincère, à 37 ans, je découvre encore un certain nombre de choses de ce point de vue-là. Peut-être que c'est pas bien, peut-être que j'aurais dû m'en rendre compte avant, mais moi aujourd'hui, je me suis toujours battu pour l'égalité, je me suis toujours battu contre la discrimination, vous avez eu la gentillesse de le rappeler, et peut-être que je ne mesurais pas encore à quel point cette inégalité entre les femmes et les hommes, même dans nos quotidiens, dans nos familles, dans l'éducation, elle reste profondément encore présente. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change, pour que concrètement dans cette éducation, et celle qu'on rencontre notamment à l'école, comme vous disiez, ça change? D'abord, il faut vraiment que, effectivement... Et là, c'est votre vision que je vous demande, hein. C'est-à-dire, vous, en tant qu'élu, en tant que député, quelle vision vous avez de ça pour que ça, vous rendiez les choses concrètes? Eh bien, écoutez, moi, vous savez, sur ces questions, je trouvais que, par exemple, il y avait eu un très bon travail d'entamé par la ministre de l'Éducation nationale sous le quinquennat précédent, Mme Najat Vallaud-Belkacem, qui avait, vous savez, ça avait un petit peu fait polémiquer d'ailleurs, dit qu'il fallait aussi, dès l'école, peut-être regarder sur ces questions de genre, comment on pouvait un peu déconstruire les choses. Il y a aujourd'hui certains maires qui vont même jusqu'à essayer de faire des cours de récré non genrés. On arrête de mettre 3/4 de la cour pour que les garçons jouent au foot entre eux, sans que les filles puissent jouer au foot, et puis que les filles soient dans un coin de la cour, et on essaye sur les couleurs de pas forcément mettre systématiquement du rose, systématiquement du bleu, mais peut-être, alors je crois que c'est souvent des mères verts qui font ça, j'imagine qu'ils mettent souvent du vert, mais non, mais voyez, moi je suis pas du tout opposé à tout ça, je trouve que c'est très bien, je pense qu'il faut écouter les spécialistes là-dessus, il y en a beaucoup qui travaillent sur ces questions de genre, qui pourraient nous dire assez facilement comment justement on peut essayer de dégenrer les choses. Les budgets dans les conseils municipaux, à l'Assemblée nationale peuvent aussi faire l'objet de ce type, passer au crible de ce type d'études. Et moi, je suis évidemment très favorable à tout ce qui va dans cette direction. J'ai une conviction, c'est que ça se joue tout petit. Et qu'il faut vraiment que ce soit à l'école, au plus jeune âge, que ça puisse avancer, et que les mamans, oui, aussi, avec leurs garçons, leur disent bien que, mon chéri, tu aimes ta maman et tu es, les autres filles, donc tu les respectes. Les autres filles, tu es évidemment dans quelque chose qui est comme tu serais avec ta mère et absolument pas autrement. Comment est-ce qu'on fait pour que ça devienne concret lorsqu'on sait que on a certaines franges parfois de la population qui effectivement n'ont pas cette référence-là et qui ont cette difficulté à aller vers ces explications-là, y compris à l'intérieur du foyer, les papas, les mamans, parfois qui ont du mal à gérer des gamins qui sont parfois ingérables.
Comment on fait pour expliquer effectivement à un garçon que c'est pas grave de pleurer? Comment on fait à une petite fille pour lui expliquer que si elle a envie de mettre les mains dans le cambouis, ça pose pas de problème? Comment est-ce que concrètement on fait ça quand on est enclavé dans un territoire? Vous rappelez, vous venez de Cergy, Tout à fait. actualité parfois brûlante Oui. sur ce territoire. Donc comment on fait concrètement? Ben écoutez, dans les représentations aussi qu'on peut offrir aux uns et aux autres, quand on crée des fictions, quand on a des émissions dans des médias qui sont regardés par toutes et tous, il faut peut-être qu'on arrive à faire en sorte que le regard évolue sur ce que... Enfin voilà, un homme n'est pas obligé d'être dans l'archi-virilisme à tout prix. Et on doit, à mon avis, réfléchir dans les postures qu'on peut adopter aussi les différents responsables politiques, économiques, dans le rôle que peuvent jouer les médias là-dessus, sur comment on déconstruit ça dès le plus jeune âge, et que même à Cergy, quand on allume la télé, on voit qu'effectivement, on n'a pas l'impression qu'il y ait un machisme à tout prix qui soit encore, et moi dans le monde politique, je peux vous dire qu'il faut que ça bouge, qui soit encore prédominant. Et puis oui, l'école, bien sûr. L'école doit être en capacité d'agir là-dessus. Moi, je pense que c'était une bonne chose de pouvoir commencer à apprendre que non, c'est pas grave de pleurer quand on est un garçon aux enfants, que effectivement, on peut vouloir faire un autre métier que astronaute, cow-boy ou joueur de foot quand on est un garçon, et que institutrice, couturière ou actrice quand on est une fille. Et ça, c'est vrai que c'est, à mon avis, à l'école de le faire. Et puis bon, heureusement, après, on évolue tous. Je veux dire, moi, chez moi, c'est moi qui fais les courses. Chez moi, c'est moi qui je repasse mes chemises tout seul. Enfin bon, j'ai quand même... Voilà, là c'est moi. Là, c'est vous, là. Mais j'ai dit chez moi. Il y a quand même une interrogation. Il y a quelques mois, vous avez eu des échanges parfois virils avec quelques-uns de vos confrères et quelques-unes de vos consoeurs, notamment sur des positions que vous avez arrêtées. Je pense par exemple au certificat de virginité. Oui. Pourquoi vous êtes opposé à cette interdiction de ces certificats de virginité? Alors, je suis Parce que complètement... quand on vous écoute là, on se dit effectivement, voilà, on a envie de progrès, quoi. Bien sûr. Alors qu'est-ce qui fait que, avec un peu de recul, vous vous êtes exprimé en disant non, moi je suis pas pour l'interdiction de ces certificats? Je vais vous le dire parce que vraiment c'est important. Et vous avez le droit de vous dire non, je me suis trompé, c'est pas. Alors, je vais vous dire, le certificat de virginité, pour moi, est une pratique absolument d'un autre âge, qui n'est absolument pas à promouvoir et qu'il faut même faire disparaître. La seule question que je me pose quand je pense à ces sujets-là, c'est toi, au-delà, évidemment, de ce que tu peux penser... toi qui n'es pas concerné et qui va juste raisonner en termes de principe, un petit peu de manière théorique, hors sol, certains diraient. Est-ce que la jeune fille qui, elle, est concernée, quand tu votes cette interdiction générale en tant que député, tu lui rends service ou pas? Et moi, j'ai vu un certain nombre de médecins dans le Val d'Oise, en Seine-Saint-Denis, des femmes qui peuvent être sollicitées pour avoir ce genre pour donner ce genre de certificat, qui m'ont dit non, vous n'allez pas leur rendre service à ces jeunes filles, parce que si elles peuvent plus venir nous voir, nous, qui en plus les donnons de manière totalement complaisante, eh bien, si elles n'ont pas ce certificat, ce sera encore pire pour elles, parce que pour certaines d'entre elles, elles sont dans des familles qui sont effectivement extrêmement conservatrices, extrêmement rétrogrades, où les femmes n'ont pas les droits qu'elles devraient avoir, et donc elles risquent d'être complètement interdites de sortie, ou alors on va le faire, ou ce sera fait par des gens encore moins recommandables. Alors moi, j'essaie d'être pragmatique, c'est tout. Moi, je veux que les filles aient les mêmes droits que les garçons, et je pense que, par exemple, quand on parle des jeunes filles qui peuvent être confrontées à ce type de pratique, c'est souvent des jeunes filles qui peuvent, pour le coup, être issues de l'immigration, en tout cas leurs parents ou leurs grands-parents, parce que c'est une pratique qui s'est perdue, qui n'a peut-être même jamais existé chez les plus anciennes générations de Français. Eh bien, je me dis, ok, moi, on me donne ce conseil-là, donc peut-être pas l'interdiction absolue, et peut-être plutôt comment, encore une fois, on renforce le fait que toutes ces filles vont à l'école, qu'elles vont avoir les moyens de faire les plus belles études et les meilleures études, comme leurs petites compatriotes des centres-villes, des métropoles, etc. J'essaie toujours de voir ce qui est le plus important pour faire progresser les droits des femmes et les droits des gens, plutôt que simplement des postures qui peuvent être parfois un tout petit peu, certes, empreintes de bon sens, mais un tout petit peu théoriques, et qui ne sont pas vraiment les vrais sujets pour que le sort de ces jeunes filles évolue, voire même contre-productif. Avec quelques mois de recul, puisque vous aviez déjà défendu cette position, et vous parliez déjà effectivement d'éducation pour les jeunes filles, on a parlé d'éducation pour les petits garçons. Comment est-ce que l'on fait plutôt pour changer l'éducation des garçons, pour effectivement
C'est pas parce que tout d'un coup on va se mettre à faire des tâches ménagères qu'on n'en est pas moins viril. Donc voilà, donc c'est deux choses très différentes. Comment est-ce que du coup on passe cette éducation aux jeunes garçons? Parce que c'est peut-être là en fait qu'il faut appuyer et pas l'inverse, pas sur les jeunes filles. Je suis d'accord, complètement. Je pense que là, pour le coup, il y a une partie qui se joue quand même dans le cadre de la famille. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, l'école ne peut pas non plus se substituer à la famille totalement. En revanche, ce qui peut être fait, c'est un travail avec les parents. C'est un travail avec les parents. Moi, vous savez, je regrette assez souvent qu'on oppose un peu parfois la famille, les parents d'élèves, la parentalité et l'école. Comme si, voilà. Alors évidemment, et je vois de nombreux professeurs qui me disent attention, parce que nous, on a besoin pour pouvoir travailler correctement. Mais bien sûr, l'autorité des professeurs doit être complète, mais comme celle des parents sur les sujets, chacun est dans son rôle. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin dans la coopération? Est-ce que les parents qui forcément qui ne sont pas tous sensibilisés de la même manière à ces aspects-là, est-ce que dans le cadre de l'école ou d'appui à la parentalité par diverses structures, associations, la société d'une manière générale, quoi, on ne pourrait pas essayer de faire passer un certain nombre de messages en disant ça serait peut-être bien que le petit garçon aussi fasse un petit peu de tâches ménagères, qu'il fasse son lit lui-même à la maison et que ce soit pas maman qui le fasse, ou pire sa sœur, parce que ça arrive peut-être parfois aussi. Donc on pourrait avoir ça. Moi je pense qu'il faut davantage ouvrir l'école, davantage faire se rencontrer les familles, les professeurs, bien sûr ça se fait déjà, mais aller encore plus loin dans des projets communs qui peuvent aussi être des lieux de passerelle, quoi, où on fait passer des messages aux parents qui ensuite peuvent faire des choses dans le cadre de la famille. Il y avait un autre point sur lequel vous aviez effectivement eu maille à partir, c'était sur la question de la polygamie, où Oui. là encore, en fait, les femmes font les frais de quelque chose. Imaginons demain un monde où une femme décide d'avoir plusieurs hommes. Oui. Très bien, Eh ben pourquoi pas? voilà, pourquoi pas. Mais il se trouve que c'est jamais le cas, ou très Très peu, rarement, oui, sur très quelques peuplades. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai qu'elles n'ont pas ce choix-là. Pourquoi, effectivement, à l'époque, vous aviez aussi... alors, vous aviez rectifié le tir, cela étant dit, mais qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, effectivement, sur le fait de devoir interdire? Parce qu'à l'époque, vous aviez dit, bon, moi, la question de la polygamie, certes, mais on pourrait interdire bientôt le trouble. Il y a une différence entre quelque chose Bien qui est sûr. imposé sur une culture et quelque chose qui, de façon, on va dire, très libertine, est accepté par les trois, voilà, les trois participants au couple. Donc, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui, toujours avec ces quelques mois de recul? Ah non, mais alors là, pour le coup, je l'avais dit à l'époque, je le redis très clairement, c'était une erreur, vraiment une grosse erreur de dire ça comme ça, parce que justement, effectivement, la différence n'était pas suffisamment faite entre ce que peut relever du mariage forcé, contre lequel, encore une fois, je crois que, même si ma carrière politique n'est pas très longue, mais disons que... Oui, on le rappelle, c'est votre première élection. C'est hein. ma première Ouais. élection, mais en tout cas, je suis engagé depuis longtemps et je prends des positions. Enfin, je suis un farouche défenseur de la liberté des femmes en particulier. Je suis absolument totalement opposé à toute notion de mariage forcé, qu'on contraigne qui que ce soit à quoi que ce soit. Mais cette espèce de défense absolue de la liberté me fait toujours aussi un petit peu tiquer quand je vois qu'on pourrait, quand c'est des choses librement consenties, quand c'est évidemment des choix faits par des adultes, et qui n'impliquent évidemment aucune violence ou quoi que ce soit, quand on pourrait restreindre, les formes d'amour, les formes d'union, les formes de... À partir du moment où les choses, et c'est ce que j'avais voulu dire cette fois-là, je trouve qu'effectivement l'État, et moi j'étais très favorable au mariage pour tous, demain, il y aurait une partie significative de la société qui demanderait à ce qu'on légalise le mariage à trois. Je dirais, après tout, débattons-en. Enfin, je veux dire, donc c'est mon côté un peu libertaire qui ressurgit et qui a pu, pour le coup, se retourner contre moi lors de ce débat, parce que du coup, j'ai pas assez fait la différence avec le mariage forcé. Les gens se sont dit, oh là là, quelle horreur, il n'est pas totalement opposé quand on oblige une femme à épouser un homme qui a déjà 2 ou 3 épouses ou quoi que ce soit. Mais bien sûr que si, je suis totalement opposé à ça. C'est simplement que je ne voudrais pas que l'État aille trop loin quand il va dire qui peut se marier avec qui, comment, quand. Voilà. Vous parliez de violence tout à l'heure, vous parliez du confinement, du moment de la Covid ou du Covid. Vous avez travaillé avec Emmanuelle Cos, Oui, qui était ministre du Logement tout à fait. et de l'Habitat renouvelable, si je ne me trompe pas. Oui, Elle exactement. était sous le gouvernement d'Emmanuel Valls, Oui. le numéro 2. En effet, oui. Emmanuelle Cos est mariée avec Denis Baupin. Mhm. À ce moment-là, il y avait effectivement une affaire qui est sortie, plusieurs affaires qui sont sorties et qui se sont achevées au tribunal. Oui. Dans le milieu politique, ces affaires-là, finalement, on s'aperçoit que on a beau être élu, on n'échappe pas à certaines choses. Est-ce que vous aviez eu vent de ça? Est-ce que vous saviez?
Est-ce que les rumeurs allaient jusque-là? Ou est-ce que, voilà, tant que c'est pas avéré, et tant que ça va pas jusqu'en justice, finalement, on dit rien, et puis, voilà, quoi. Alors, non, moi je pense que moi j'en avais pas du tout connaissance parce que je suis pas un militant écologiste. J'ai travaillé avec Emmanuelle Cos en effet, mais j'ai travaillé avec elle parce que j'étais son conseiller en charge des questions d'exclusion sociale, prise en charge des sans-abri, des migrants. On a d'ailleurs fait du très très bon travail. Ça a été, je crois, une bonne ministre, une très bonne ministre même. En revanche, je n'étais pas au courant de cela. Je pense que quand on est au courant de choses qui se passent, par exemple dans un cadre militant, les responsables du parti politique en question doivent agir bien avant que ça aille en justice. Et puis après, il y a ce qui relève effectivement de la vie privée. Moi, je vous ai dit que je suis fier d'avoir travaillé pour Emmanuelle Cos parce que c'est vraiment une bonne ministre. Et j'ai aussi trouvé que c'était une femme très courageuse à l'époque parce que c'était vraiment pas facile pour elle non plus de voir sa vie privée comme ça, tout d'un coup, très exposée alors qu'elle était ministre depuis peu de temps. Et puis de voir évidemment beaucoup de choses mises en lumière. Après, voilà. Vous ne pensez pas qu'il y a un manque d'exemplarité quand même de la part des politiques? Question qu'on peut se poser, parce que c'est pas la seule affaire, il y en a eu d'autres. Il y a même eu des gens qui devaient se présenter à la présidentielle et qui ne se sont pas présentés parce qu'ils sont tombés pour voilà, une accusation de viol. Oui, tout à fait. Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il y a un problème d'exemplarité et qu'effectivement, il faut quand même aussi faire le ménage? Comment est-ce que vous... Si, je pense ça, qu'il y a un manque d'exemplarité. Je pense qu'il y a beaucoup de misogynie et que c'était absolument terrible pour les femmes qui ont eu à souffrir de quelconques agissements du mari d'Emmanuel Cos, à l'époque, de Denis Baupin, comme d'ailleurs n'importe quelle autre femme qui a eu à souffrir d'agissements de responsables politiques. Moi, je suis absolument effaré par ça. Je pense quand même que dans ma génération, les choses sont vraiment différentes pour le coup, parce que même si on n'est pas encore complètement à l'égalité, voire même encore loin, il y a quand même sur ces questions de violence, sur ces questions de rapport au consentement, sur ces finalement ces questions de respect de l'intégrité des filles, des femmes, eu beaucoup de progrès de fait. Mais oui, je suis d'accord, il y a des choses, moi, vous savez, je suis parlementaire, j'ai des collègues qui me racontent des choses qu'elles ont vécues, soit maintenant, soit souvent parfois plutôt dans leur carrière ou il y a quelques années, qui me choquent profondément. Et donc, je vois très bien à quel point... Et là aussi, je vous disais, il y a des choses que m'arrive parfois de découvrir. Je vous parlais de choses peut-être un peu plus légères sur la manière dont les filles et les garçons peuvent se différencier sur certaines choses du quotidien, sur des choses qu'ils sont beaucoup moins, comme ces questions de rapport de domination, dans les carrières, à quel point ça peut jouer pour les femmes, combien elles peuvent y être confrontées régulièrement. Eh bien oui, je ne découvrais pas complètement les choses. Moi en plus, je me considère plutôt comme un garçon, même si mon éducation est à parfaire, plutôt sensible, plutôt gentil, plutôt voilà. Et bien, je n'êtes pas un mauvais gougre. Non, je crois pas, Okay. et vraiment pas avec les filles. En tout cas, jamais entendu quelqu'un dire ça. Je découvre la récurrence, oui. Et alors, parfois, quand je dis ça à mon épouse ou à des amis et filles, ils font de grands yeux. C'est pas que ça les énerve, mais genre tu tombes des nues, quoi. Mais Qu'est-ce qui oui, se passe? c'est ça, tu tombes des nues. Je réponds assez spontanément, mais à ce point-là, oui, je pensais pas que c'était à ce point-là que ça arrivait à quasiment toutes les femmes de manière aussi fréquente et autre. Et donc oui, dans la carrière, dans le monde politique, c'est très clair. Je pense que c'est vraiment en train de bouger, et tant mieux. D'ailleurs, beaucoup de politiques se battent pour ça. Certaines en font même des combats très, très, très forts, et elles ont bien raison, et elles pourront me trouver derrière elles pour cela. Et c'est pour ça que, dans un bref échange juste avant émission, vous me dites, moi je serais pour des peines beaucoup plus lourdes, un système à l'américaine où en fait le juge est élu et il annonce très clairement en fait ce pourquoi il a envie de... Expliquez-nous ça, Oui, c'est très intéressant bien sûr, de bien votre sûr. côté. Moi, je considère, par exemple, qu'en France, les agressions sexuelles et les viols je ne comprends pas qu'ils ne soient pas punis plus sévèrement. Alors après, je suis attaché à l'indépendance de la justice. Donc je me dis, Aurélien, essaye d'être cohérent. Comment tu fais pour garder une indépendance de la justice et en même temps, toi, souhaiter des peines plus lourdes pour telle ou telle chose? Vous savez, on l'entend sur d'autres sujets d'ailleurs, qu'il faudrait des peines plus lourdes. Mais moi, par exemple, j'ai toujours considéré que les viols étaient... je ne comprenais pas. Certaines, d'ailleurs, militantes féministes vous diront, mais oui, c'est ce qu'on appelle la culture du viol. Les juges et les magistrats ne sont pas suffisamment formés à ça. Lors des procès, nous, on entend des choses terribles
terrible sur, grosso modo, la fille qu'il aurait bien cherchée, si je vais vite, hein, mais pour qu'on se comprenne. Et donc, du coup, les peines ne sont pas suffisamment lourdes. Et alors, je me dis, bon, il faut que tu sois cohérent, tu es un démocrate, tu as même fondé un parti politique qui s'appelle les Nouveaux Démocrates. Comment on pourrait faire pour que, sur ces éléments de justice, finalement, il y a une réconciliation avec ce que veut le peuple? Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé intéressant. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là d'un coup comme ça en France, c'est pas du tout notre culture judiciaire et politique, mais les systèmes comme aux États-Unis, où on prend la justice tellement au sérieux qu'on n'en fait pas juste un service public parmi d'autres, si je puis dire. Alors en France, c'est pareil, bon, les juges ont des garanties d'indépendance, etc., mais c'est un service public, quoi. C'est pas un pouvoir, au sens où disait Montesquieu, avec 3 pouvoirs, l'exécutif, donc le gouvernement, ministre, Premier ministre, président de la République, le Parlement qui fait la loi, et la justice qui devrait être à égalité avec les deux autres. En France, c'est pas vrai du tout. Aux États-Unis, c'est le cas, mais pourquoi? Parce que les juges sont élus. Et donc, ils peuvent effectivement, et moi je vous disais effectivement dans un bref échange, si je me présentais moi demain comme magistrat aux États-Unis, du coup, puisque ça n'existe pas en France, eh bien je dirais, voilà, sur les crimes sexuels, moi je serais... j'aurais des sanctions beaucoup plus fortes, je serais intransigeant, je serais vraiment dans une répression plus forte. Et donc, effectivement, je pense qu'intellectuellement, après... En pratique et sur le plan politique, c'est peut-être difficile d'aller vers là complètement tout de suite en France, mais ça mérite quand même d'ouvrir la réflexion pour savoir comment on pourrait faire pour que ces crimes-là soient plus sévèrement punis et pour que notre justice reste indépendante et qu'elle soit peut-être plus démocratique. Vous en parlez avec vos collègues? Quel retour vous avez? Alors, cette question je vous le disais aussi juste avant, alors je vais aller au bout de ce qu'on se disait. Moi, j'ai toujours de l'intérêt, de la curiosité pour ce que font les États-Unis d'Amérique, un certain nombre de grandes démocraties, mais notamment la démocratie américaine qui est pleine d'imperfections. Évidemment, si on va sur les sujets de santé, sur les sujets de protection sociale, là, évidemment, je préfère comment ça fonctionne en France. Mais sur les questions de liberté, de démocratie, de justice, il y a des choses intéressantes qui peuvent être regardées là-bas, mais en France, c'est très mal perçu. C'est quand vous dites, par exemple, cette question de l'élection des juges, je n'ai jamais rencontré un seul de mes collègues qui spontanément me disent « Ah tiens, t'as raison, on devrait réfléchir ou travailler à ça ». J'ai vu un responsable politique qui expliquait qu'il faudrait faire de la justice un troisième pouvoir, quelqu'un qui connaît bien son sujet et qui n'est pas de gauche comme moi pourtant, qui est Georges Fenech, qui va en parler l'autre jour à la télévision. Je me disais, tiens, ce serait intéressant qu'un jour on en discute. C'est un magistrat? Oui, c'est un magistrat lui-même, parce que c'est rare d'entendre ça, et pour le coup, lui, il connaît bien son dossier, même si... après, il a les opinions qu'il a, voilà, on n'est pas forcément du même bord politique. Mais non, c'est pas quelque chose qui est bien compris. Mais bon, après tout, les Nouveaux Démocrates, nous, on veut aussi être un peu avant-gardistes. Donc, si on peut lancer des débats nouveaux dans la société, bah, pourquoi pas? Petite question, qui est-ce qui a mis en place dans un gouvernement la première fonction pour la condition des femmes? Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est Valéry Giscard d'Estaing et que c'était avec une brillante journaliste dont le nom est en train de m'échapper. FG pour Françoise Giroud. Exactement, voilà. Ouais, tout à fait. 1974. Exactement. Vous considérez aujourd'hui que l'évolution de la société, elle a porté quoi? Qu'est-ce qu'elle a amené par rapport à 74 et aujourd'hui, on est en 2021? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous regardez le chemin parcouru? Bien joué, oui, effectivement, il fallait faire ça. Non, c'est clairement pas assez. Il y a plein de choses sur lesquelles on a échoué, il faut continuer, il faut persévérer. Ou vous avez une idée lumineuse et vous voulez nous la partager? D'abord, évidemment qu'il y a eu des choses de faites et c'est tant mieux. Enfin, je veux dire, là, on parle de Valéry Giscard d'Estaing et de Françoise Giroud. C'est donc dans ce gouvernement, par exemple, qu'on légalise l'IVG. Idée lumineuse, je vous en fais part. Moi et mes collègues parlementaires du groupe qui s'appelait Écologie, Démocratie, Solidarité avons proposé d'étendre le délai pour qu'une femme puisse recourir à l'IVG de 12 à 14 semaines. Cela a été refusé par le gouvernement actuel. C'est bien dommage. Ça aurait été une manière d'aller plus loin, par exemple, sur les questions de droits des femmes. D'une manière générale, il y a eu énormément de choses de faites, c'est vrai, mais on est encore très très loin du compte. Sur l'égalité salariale, pour le coup, dans la période récente, il y a eu des choses plutôt positives, mais moi je suis vraiment pour qu'on sanctionne les entreprises qui discriminent les femmes et qui ne respectent pas cette égalité salariale. Je pense que ce n'est encore pas suffisamment le cas. J'ai, pas plus tard qu'hier, prononcé un discours à la tribune de l'Assemblée pour me féliciter que la PMA pour les femmes, toutes les femmes, soit enfin légalisée. Voilà, j'ai pu regretter que
par exemple, pour celles qui sont endeuillées et qui auraient voulu, par exemple, recourir à une PMA alors que leur chair et tendre a disparu, ça ne soit pas possible malgré le vote de cette loi. Et puis, il y a la question des personnes... La PMA post-mortem. La PMA post-mortem, à laquelle personnellement je suis favorable. Et donc, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire sur bien des points. Et ce qui m'inquiète, par contre, c'est que dans le débat politique aujourd'hui, vous avez des gens qui, au contraire, prônent un retour en arrière extrêmement fort. Je ne citerai peut-être pas son nom, mais l'un de vos confrères journalistes qui réfléchit à se présenter à l'élection présidentielle, donc si je ne donne pas son nom, de toute façon, je crois que c'est pas très compliqué de le retrouver, a souvent des propos très durs sur ce qu'a amené cette société, justement, qu'il appelle de la fin des pères, ce que les idéaux de 68. Et je l'ai entendu dire, par exemple, que le divorce était une mauvaise chose, qu'il valait mieux rester marié et puis à la limite faire chacun ses petites affaires si on avait besoin de les faire, mais que c'était mieux pour les enfants, la stabilité de la famille. Ce genre de discours me fait très peur, voilà. Si vous êtes président demain matin, Oui. quelle est la première mesure que vous prenez pour les femmes? Si je suis président demain matin, quelle est la première mesure que je prends pour les femmes? Je pense que ce que je vous disais à l'instant sur l'égalité salariale me semble très important, sur l'égalité professionnelle d'une manière générale. Je pense qu'il faut vraiment, pour que chacun puisse être totalement, qu'on soit tous égaux devant l'autonomie, la liberté, les choix qu'on peut faire dans la vie, que cette question de la façon dont on gagne sa vie soit vraiment pas un frein. Et donc, je pense que je multiplie par 5 les amendes qui sont données aux entreprises qui ne respectent pas, par exemple, leurs obligations de parité ou l'égalité salariale. Quelle femme aimeriez-vous voir à la présidence de la République? Très bonne question. Plusieurs. Il y en a beaucoup qui ont ces qualités, mais si je ne devais en citer qu'une... Vous allez forcément en fâcher plein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, c'est comme ça. Il n'y a c'est pas de tiercé, hein. C'est une seule. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul poste de président ou de présidente. Écoutez, je pourrais vous parler de la coprésidente de mon parti, Émilie Cariou, mais je vais vous parler d'une autre que vos téléspectateurs. Mais c'est vrai que je le pense, ma chère Émilie, si tu regardes un jour cette émission. Mais si je ne devais en citer qu'une, je dirais Christiane Taubira. J'ai Pourquoi? beaucoup d'admiration pour Christiane Taubira. Je pense qu'elle incarne depuis toujours justement ce souci d'égalité. C'est elle qui a fait légaliser le mariage pour tous. C'est elle qui a essayé de véritablement faire reculer un certain nombre de discriminations dans notre pays, de faire aussi, quand elle était ministre de la Justice, des réformes pour que finalement, la prison ne soit pas un lieu où on ressort encore plus abîmé, encore plus dangereux pour les autres qu'avant. Voilà, c'est une grande humaniste, sincère, qui a en plus une culture exceptionnelle. Son verbe est doté d'une puissance hors du commun. C'est une belle oratrice, effectivement. Et voilà, et je serais très heureux de la voir un jour se présenter à l'élection présidentielle. Voilà. Aurélien, on a eu plaisir à vous entendre. On a bien compris que vous n'étiez pas parfait sur les tâches ménagères, que vous aviez effectivement peu de charge mentale finalement et que vous battiez votre coulpe en disant mea culpa, je suis désolé. Alors, c'est l'occasion justement un peu de vous rattraper. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on a un challenge qui s'appelle le challenge de la table à repasser. Ouais. Et à la fin de la saison, eh bien, celui qui aura le plus rapidement repassé le t-shirt de l'émission repartira avec le fer à passer d'or. D'accord. Vous en rêviez, c'est une manifestation extraordinaire. Eh bien, ok. Donc je vous propose une chose, c'est de me rejoindre Ah bah, et j'arrive. puis on va faire le challenge. I know what you're all about. Alors je vous laisse prendre la taille qui sera la vôtre. D'accord. Je pense que je dirais L. Ouais, elle, je pense Hein que c'est bon. Allez, Elle, ça hop. vous va? Ouais, ça me va. Mais je suis un peu désavantagé parce que moi, je ne repasse que des chemises et pas des t-shirts, je vous l'ai dit. Mais bon, je vais Non, essayer. alors c'est du. Vous voyez, vous avez un petit encart là sur le t-shirt. Ouais, Je vais le montrer juste après. Vous voyez, c'est un peu plastifié, c'est ce qu'on appelle tout à fait. un transfert. Donc il ne faut pas passer le fer à repasser dessus, vous le Ah bah savez. non, ça bien sûr. Hein, oui. vous êtes Oui, ça, tout bien à sûr, fait. vous êtes au Tout courant. à fait, tout à fait. Oui. Je vous apprends rien en fait. Non, vous ne m'apprenez rien. Ok. Je vous assure que spontanément, je serais passé dessus. Mais bon. Mais bon. Vous me donnez mon t-shirt, c'est Alors, entendu bah pas oui, bien sûr. Merci beaucoup. Donc voilà, le t-shirt de la table à repasser. Ouais, Ok. L'idée c'est que bah voilà, faut que vous soyez rapide, ouais. d'accord. Et puis
faut que ça soit bien fait. Je copie sur vous parce que vous avez l'air d'être Hop, encore hop. plus doué que moi. Moi, je vous dirais, oui, vous pouvez copier sur moi. Allez-y, je suis bon camarade, il n'y a aucun problème. Venez, regardez. Alors, les prochaines échéances pour vous, quelles sont-elles? Ou en tous les cas, celles que vous aimeriez pour vous. Vous avez envie de rester en politique? Écoutez, si je peux me représenter aux élections législatives de l'année prochaine, je pense que je le ferai. Parce qu'effectivement, ce que j'ai pu faire jusqu'ici m'a plu et que j'ai envie de continuer à représenter les habitants de la 10e circonscription du Val d'Oise. Est-ce que vous savez dans quel parti ou quelle obédience vous serez? Enfin, on a dit que vous étiez de gauche, mais c'est vrai que vous êtes passé du Parti socialiste au macronisme. Et puis après, voilà, vous êtes passé un peu par les écolos, et puis là, vous avez votre propre parti. Ouais. Est-ce qu'il y a un parti avec lequel vous aimeriez vous dire, tiens, je peux faire un bout de chemin, ou vous comptez rester indépendant avec les Nouveaux démocrates? Je resterai indépendant. Par contre, je ne suis pas du tout contre travailler avec d'autres. Donc, on verra avec qui les Nouveaux démocrates, parce que je ne suis pas tout seul, je suis le coprésident de ce parti, mais on est nombreux, plusieurs centaines. Donc, je verrai, nous verrons tous ensemble qui nous décidons de soutenir, avec qui nous déciderons de travailler. Mais effectivement, ce sont plutôt avec les écologistes, les gens de gauche que nous discutons. Mais moi, je ne suis pas sectaire non plus. Voilà, tous les humanistes devraient pouvoir se retrouver autour d'une candidature. Je le souhaite en tout cas. Parfait. Vous savez que le chrono tourne? Vous en êtes où? Je dois admettre que j'ai des petits plis là, dont je ne sais pas s'ils vont être admis une fois qu'on va regarder si c'est bien fait. Mais sinon, j'arrive vers la fin. Là, je vais juste faire un petit coup de. Non, mais vous voilà. êtes top. Hein. Attendez, génial. Vous On allez va me faire laisser le une dos. carte à la fin. Puis si jamais j'ai quelques panières, je vous appellerai. Bon, Parce que écoutez, j'ai ça besoin de marche. temps en temps d'un coup de main. Vous pouvez compter sur moi. Je vais vous laisser ma carte et puis on se fera des petites sessions alors. Oui, là, je vous confirme, il y a un petit pic. Là, ça va pas du tout. Aurélien, on va le terminer ensemble en tous les cas. Merci beaucoup d'être Merci passé par la beaucoup. table à repasser. Ça a été un plaisir. C'était vraiment partagé. Donc, merci à vous. À bientôt. À bientôt. You spin me right down, call me